très heureux de vous accueillir aujourd'hui à ce 7e Salon du Livre. Je rappelle rapidement l'historique de l'opération. Nous avions fait une première tentative par nos propres moyens, puis grâce à Marina Powell, qui était conseillère municipale pendant un mandat à Trouville, nous avons transformé ce salon en salon du livre du Figaro Magazine, et après qu'elle ait quitté le Figaro Magazine, nous avons continué sur sa lancée. Le pilier de l'opération étant Isabelle Arcos, la très remarquable bibliothécaire municipale de Trouville, qui tient à organiser un double salon chaque année, le salon du livre proprement dit le premier samedi de juin, il y a un salon du livre jeunesse le lendemain. Bienvenue donc à Trouville et très bon salon. Donc, Muriel Serge Salmon. Donc à Trouville, évidemment, tout le monde connaît. Les 4 chats, au bout de la rue des Bains, après la place Tivoli. Parce que là, c'est bon. Très belle photo. De Gérard Rondeau. De Gérard Rondeau. On dirait des comédiens, ils sont beaux. Quel de vous deux est à l'origine de l'idée de faire un livre? Les deux. On va le raconter un peu pour dire aux gens que quand on veut quelque chose, on arrive à le faire. Alors, il y a des recettes. Il y a des recettes. Et surtout... Et des interventions d'une trentaine de personnes qui se trouvent bien chez nous et qu'on aime tendrement et qui ont raconté un instant de vie chez nous. Je vois Elisabeth Depardieu. Absolument. Qui a fait un billet d'une tendresse totale. Voilà, mais qui écrit longuement d'ailleurs. Mais oui, bien sûr. Ils ont plein de choses à raconter puisqu'ils en fait, prennent. vous n'êtes pas si désagréable que ça si les gens disent des choses aussi sympas sur vous. Au premier abord, on est assez odieux, puis à force de creuser, à force de connaître, on se dit, bon, dans le fond, pourquoi pas. Plus on monte dans l'odieux, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on dépasse un certain stade et on devient sympathique. Oui, c'est ça. C'est possible. C'est ça. C'est ça. Parce que alors, donc là, on a Elisabeth Depardieu qui dit « Quand je pense aux 4 chats, j'ai un drôle de pincement au cœur. C'est bizarre à dire, mais c'est comme ça. Cet endroit m'appartient, à moi, à Julie, à Guillaume. C'est comme dans une famille. On est malgré nous dans une fusion. Ils veulent s'agrandir, disent-ils. Mais comment, de quel droit? Il faut nous consulter. On veut voir les plans, juger par nous-mêmes. Et d'abord, est-ce que ça ne va pas tout changer? Est-ce qu'ils ne vont pas changer eux aussi? C'est la panique, pas toucher à la maison familiale, à la maison des souvenirs. Et quels souvenirs? Et j'en passe, les anniversaires, les retrouvailles, etc. Elisabeth Depardieu. Alors si avec ça on n'est pas heureux. Ah, si avec ça... Pour nous c'est un cadeau de folie, tous ceux qui ont fait un papier comme ça. Omar Sharif a raconté une histoire de fou. La nuit, l'éclairage, l'ambiance, tout a son importance. Bien sûr, je suis parfois invité à des déjeuners officiels. J'y vais, je m'assieds, mais je ne mange pas. Je ne bois pas de vin. Je séjourne tous les étés à Deauville. J'aime savoir comment se passeront mes soirées. Et je sais d'avance que pas mal d'entre eux se dérouleront chez Muriel et Serge. J'aime ça. Voilà. Modestement, Omar Sharif. Alors, Muriel et Serge Salmon, amour, gingembre et comédie. 88 recettes des 4 chats de Trouville. La caméra regarde le livre des 4 chats. Le plus beau livre du monde. J'ai écrit une dizaine de livres, c'est-à-dire pas beaucoup. À 50 ans et des poussières, c'est pas je suis plutôt économe que prolifique. J'ai le sentiment de me ressembler davantage quand j'écris mes livres et quand je monte que quand je fais mon métier de journaliste, qui lui au contraire me contraint d'abord à une mise en scène, à une mise en perpétuelle, alors que je me recentre beaucoup plus quand je suis sur un cheval ou quand j'écris la page de théâtre intime et le Cavalier seul. Le Cavalier seul, c'est exactement, c'est le récit au jour le jour de ce que je viens de vous raconter, c'est-à-dire que c'est un journal intime tenu pendant quelques années, ici même, et où je fais précisément au jour le jour le récit de ma passion grandissante pour le cheval et de facto de l'écrivain que je suis qui a besoin de coucher sur le papier constamment
ses pensées, ses émotions et évidemment d'interpréter à sa façon le rapport que j'ai avec les chevaux. D'accord. Voilà. Seriez-vous capable d'expliquer cette passion pour les chevaux, de mettre quelques mots? J'ai consacré un livre entier qui s'appelle La chute du cheval à donner l'origine à la fois dramatique de cette passion et son issue heureuse, dramatique parce que mon père s'est tué d'une chute de cheval il y a très longtemps et ça a été le début d'un traumatisme que paradoxalement je n'ai soigné qu'en devenant à mon tour cavalier. Donc, il m'a fallu un livre entier et beaucoup d'années pour arriver à accepter de raconter cette histoire. Bon voilà, disons que c'est un peu autour de il faut remonter sur le cheval. Voilà, exactement. Voilà, il faut remonter, malgré la chute. Même si elle était mortelle et même si c'était celle de mon père, il fallait du temps pour arriver à accepter pour moi de renouer avec l'animal. Et en même temps, le jour où je l'ai fait, ça a été d'abord un bonheur physique, mais ça a surtout été une sorte de récompense. Parce que ce jour-là, j'ai compris que avant de mourir d'une chute de cheval, mon père avait connu peut-être au galop les plus grands bonheurs qui soient. Et donc j'ai transformé une histoire noire en histoire heureuse. D'accord, en fait, le fait de retrouver le plaisir qu'avait eu votre père sur le cheval, excuse... Ça excuse pas, mais non, ça excuse pas, mais disons que ça a transformé dans ma mémoire un accident, encore une fois, qui m'était insupportable. Finalement, je me suis dit à 45 ans, parce qu'il avait 45 ans quand il s'est tué. Et vous aviez quel âge? 17 ans. Finalement, ça a été une mort prématurée, évidemment, mais une mort au galop de quelqu'un qui n'a pas eu peut-être le malheur de vieillir, de mal vieillir, qui dans la fleur de l'âge a trouvé au galop peut-être une forme de bonheur. Est-ce que vous êtes en train de me dire qu'on peut peut-être mourir dans le bonheur est plus agréable que de... Non, mais je pense qu'il y a des destins qui sont brisés très tôt. Je suis entouré dans ma vie de morts jeunes. Mon frère jumeau, ce que je raconte dans La chute de cheval, a été renversé par une voiture quand on avait 6 ans, lui et moi. Mon beau-père, le père de ma femme, Gérard Philippe, avait 37 ans quand il a été foudroyé. Donc dans la fleur de l'âge et dans la fleur de la gloire. Je suis entouré de ces... Mon premier livre était consacré à Jean Prévost, qui était un résistant, qui est mort dans le Vercors à 41 ans. Je pense que, sans faire l'éloge des vies brèves, je pense malgré tout qu'il y a souvent, peut-être parce qu'il y a un pressentiment qu'on va mourir jeune, qu'il y a en même temps une sorte d'expression magnifique de certaines vies qui se savent menacées, qui se savent... je pense que dans la grâce de Gérard Philippe, il y avait aussi l'idée qu'il ne vieillirait pas. Je pense que dans le dernier galop de mon père, il y avait peut-être aussi... peut-être un dernier galop. Donc voilà, je pense que... Et si je peux me permettre, et vous? Alors vous voyez comme un vieil octogénaire normand... Je suis en train de vieillir, étrangement. Vous savez, c'est très... Vous commencez à avoir un petit peu de cheveux blancs. C'est très troublant quand, tout d'un coup, ça m'est arrivé un jour à cheval, il y a quelques années. Tout d'un coup, j'ai eu 45 ans. Et le jour où j'ai eu 45 ans et où j'étais à cheval, au galop d'ailleurs, et vous êtes dit... c'est la seule fois où j'ai eu peur d'ailleurs, alors que je n'ai pas peur à cheval. Tout d'un coup, j'avais l'âge de mon père. Vous étiez au galop. Quand il s'est tué, j'étais au galop en forêt. Et tout d'un coup, le lendemain, je me suis dit, tiens, tout d'un coup, je suis en train de devenir le père de mon père parce que j'ai déjà un jour de plus. Et voilà, et là, maintenant, j'en suis à 50 plus et c'est très troublant. D'accord, donc ça vous ennuie pas trop de continuer de vivre? Non seulement ça m'ennuie pas, mais ça me passionne de reconnaître que je suis tout d'un coup l'enfant vieillissant de mort jeune. C'est très troublant. Je pense que ça pousse à écrire ça. Oui, enfin ça vous pousse peut-être
à laisser des traces, à avancer, à aller vers l'avant, à gagner chaque jour. Absolument. Et à dévorer chaque jour. Et par exemple, voilà, avoir des enfants jeunes, les voir grandir plus jeunes, c'est pareil. Mon premier fils a dépassé les 6 ans, qui était l'âge fatidique auquel mon frère jumeau s'est tué. Tout d'un coup, c'était pareil, c'était pour moi vécu comme un miracle. Je vis avec des miracles. Et votre vie, si on regarde votre cursus, je dirais pas, un miracle, c'est pas un de mes mots, mais on peut l'utiliser puisque c'est un des vôtres. Un miracle, et quelle occupation. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. C'était très touchant. Une dernière petite question, puisque vous assumez votre schizophrénie. J'ai parlé à qui aujourd'hui? Vous avez parlé, alors vous n'avez pas parlé à l'animateur du Masque et la Plume, vous n'avez pas parlé au directeur en chef de l'Observateur, mais vous avez parlé plutôt à ce qui chez moi est, je définirais comme logeron, disons le bas normand. C'est très étrange parce que je ne suis pas originaire de Normandie, mais j'ai trouvé là, dans cette Normandie qui est pas loin de celle où j'ai grandi, c'est-à-dire le plage de débarquement, Omaha Beach, la Romanche, et celle où je vis aujourd'hui, c'est-à-dire la région de Pont-l'Évêque. Peut-être vous avez parlé à celui qui est le plus proche de sa vraie nature, c'est-à-dire à la fois cavalier et écrivain. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Vous êtes un homme touchant. Voilà, je peux rien dire de plus. Merci. Monsieur Obadia, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un homme éclectique, vous êtes un homme d'écriture. Oui. Vous écrivez depuis combien de temps? Écoutez, j'ai jamais eu le sens du temps. Je suis hors du temps. J'ai oublié ma date de naissance, j'ai oublié la date de ma mort, je suis hors du temps. Et vous savez, l'écriture, c'est une vocation. Je peux dire que très jeune, je sais pas, 10-12 ans, j'écrivais des poèmes déjà, bien sûr à la manière de Victor Hugo, de Lamartine, etc. Et que donc je voulais déjà m'exprimer par l'écriture. Et l'écriture est votre vie ou l'écriture est à côté de votre vie? Non, pas du tout. L'écriture est votre vie? Ben oui, à mon sens, on ne peut pas séparer, à mon sens, on ne peut pas séparer ce que l'on exprime avec sa propre personnalité, ce que nous portons en nous, ce que nous devons transmettre aux autres. Et donc, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre aux autres quand vous écrivez? Écoutez, ce que j'ai envie de transmettre, c'est d'abord une sorte, comment vous dirais-je, Comment expliquer ça? C'est très difficile. Transmettre ce qui est les éléments de la vie, une réflexion sur l'existence, une pensée sur l'existence, un enrichissement possible dans ce que je peux écrire moi-même et faire. J'essaie de transmettre quelque chose peut-être de singulier, qui prête à réflexion, et surtout une sorte de fraternité, de montrer qu'il y a quelque chose qui peut se passer chez les êtres, qui peuvent les révéler à eux-mêmes, et qui fait que, ma foi, c'est une manière pour moi d'exister, effectivement, lié à ma propre vie, bien sûr. Je ne peux pas séparer comme une seconde l'écriture et ma propre vie. C'est une chance d'écrire pour le théâtre. On me connaît surtout pour le théâtre, n'est-ce pas? Donc c'est une manière d'écriture, c'est une manière d'appréhender les êtres, les incarner, qui est tout à fait différent de l'écriture d'un romancier. Et le poète, la poésie, c'est encore autre chose. Alors j'ai cette chance, une chance, parce que c'est de pouvoir écrire pour le théâtre et d'avoir quand même justement une écriture vraiment théâtrale. J'ai été illustré, j'ai eu la chance d'avoir de très grands interprètes, comme vous le savez, de Michel Simon à Michel Bouquet, à Stéphane Gardan, enfin bien d'autres, Rosy Vart, etc. Et au pied de enfin j'en citerai beaucoup que j'aime particulièrement. Quand on a la chance d'avoir ces mots interprétés par de grands comédiens, comme vous l'avez dit, oui. Je vais vous poser une question qui est assez difficile, c'est quel est votre ressenti au moment où les mots qui étaient couchés sur le papier sortent de vos personnages? Écoutez, évidemment, quand vous avez de grands comédiens, c'est une merveille, parce que votre texte est porté au plus haut degré d'incandescence, si je peux dire. Comme un personnage qui est sorti de vous, qui est incarné devant vous. Et donc le cheminement de pensée de l'écriture théâtrale,
vous savez au début de votre écriture où vous allez aller, ou est-ce que votre écriture vous emmène des fois vers des chemins que vous n'avez pas prévus? Oui, il y a toujours une part d'imprévisible, vous avez raison de dire ça. Je sais quand même quand je suis hanté par un sujet, il est évident que à ce moment-là, je le traduis au mieux possible. Mais il y a un moment donné où également quelque chose vous échappe, quelque chose de particulier, et qui vous échappe et qui vous conduit vers d'autres chemins, comme vous dites. Et ça, c'est mon dernier né. Oui. C'est mon dernier né. Et ces fantasmes de demoiselles, femmes faites ou défaites cherchant l'âme sœur, une sorte de petites annonces, j'ai pris des petites annonces, j'ai fait rimer, n'est-ce pas? Et donc ça va être en musique, et il y a Pierre Jacquemont qui veut faire la mise en scène, Manon Landowski qui va être une des interprètes, et je pense que ça va être donné dans quelques mois, créé à Paris. D'accord. Bah, si je peux me permettre juste de lire quelques lignes avec mon faible talent après tous les... Non, je vous en prie, pour nos auditeurs. Donc cherche beau jeune homme aimant croquer la pomme. Cherche beau jeune homme aimant croquer la pomme. Beau comme un troubadour quand il me fera l'amour. La nuit propice à l'obscurité et à moult volupté. En son habit de velours, sa mandoline à côté, toutes les étoiles se mettront à pleurer. Alors, Monsieur Hessel, vous êtes aujourd'hui à Trouville-sur-Livre, à Trouville-sur-Mer. J'ai une affection profonde pour cette ville et ce pays. Nous y sommes, ma femme et moi, depuis maintenant une quinzaine d'années. Nous habitons Paris, mais nous venons à Trouville chaque fois que nous avons quelques jours tranquilles. Ça arrive assez souvent. Aujourd'hui, j'ai ce livre qui a un passé particulier, puisque c'est à l'âge de 88 ans que j'ai commencé à l'écrire. J'en ai maintenant 91. À l'âge de 88 ans, moi, le vieux diplomate, ambassadeur de France, qui est bourlingué à travers pas mal de pays, je me suis dit, il n'y a vraiment qu'une chose qui me fait vraiment plaisir, c'est de savoir par cœur des poèmes et de les réciter à mes amis, à mes enfants, même à des publics quelquefois que je prends au dépourvu en disant « Est-ce qu'un sonnet de Shakespeare, ça vous ferait plaisir ?» Ça me ferait plaisir. Vous en voulez un? Oui. No longer mourn for me when I am dead, than you shall hear the surly, sullen bell give warning to the world that I have fled from this vile world with vilest worms to dwell. Nay, if you read this line, remember not the hand that writ it, for I love you so that I and your sweet thoughts will be forgot. If thinking on me then should make you woe, oh, if I say, you look upon this verse when I perhaps compounded am with clay, do not so much as my poor name rehearse, but let my life, your love, even with my life decay, lest the wise world should look into your moan and mock you with me after I am gone. Mais peut-être vaut-il mieux quand même pour notre public trouvillais un petit Apollinaire en français. Alors c'est toi, avec plaisir. Je vous en propose un court. Dans le brouillard s'en vont un paysan cagneux et son bœuf, lentement dans le brouillard d'automne qui cache les hameaux pauvres et vergogneux. Et s'en allant là-bas, le paysan chantonne une chanson d'amour et d'infidélité qui parle d'une bague et d'un cœur que l'on brise. Ah, l'automne a fait mourir l'été. Dans le brouillard s'en vont deux silhouettes grises. Un bel Apollinaire. C'est un bel Apollinaire, et c'est bien dit. Curieusement, Ô ma mémoire ne sont pas vos mémoires. Non. Voilà, c'est un recueil de poésie en plusieurs langues. Oui. Et le titre est une citation. Une citation. Une citation d'Apollinaire. Et comme on a mis en bas un petit bateau que l'on voit,
C'est une strophe de la chanson du Mal-aimé qui commence comme ça. Mon beau navire, ô ma mémoire, avons-nous assez navigué sur une onde mauvaise à boire, avons-nous assez divagué de la belle aube au triste soir. Comme Apollinaire est mon poète favori et que j'ai voulu avoir un joli titre, j'ai pris ô ma mémoire, citation de Guillaume Apollinaire. D'accord. Donc, celui-ci qui est ô ma mémoire n'est pas vos mémoires. Par contre, Danse avec le siècle est une autobiographie. Exact. Et qui a été écrite en 1996, donc c'est déjà vieux de 12 ans. Et le titre, là aussi, m'est venu un jour en sortant de ma baignoire, parce que j'avais vu ce film qui s'appelle Danse avec les loups, dont vous vous souvenez bien peut-être. Sûr, bien sûr. C'était un beau film. Et je me suis dit, danse avec, c'est bien. Mais avec quoi est-ce que je danse moi? Eh bien, puisque j'ai maintenant plus de 85 ans, alors c'est Danse avec le siècle. Danse avec le siècle. Alors on part de... Vous aviez quel âge à peu près? Alors là, ça a donc été écrit en 96, j'avais donc 80 ans juste. Vous partez de quelle époque de votre vie, je veux dire? Alors toute. Ça commence par mon enfance et ça dure jusqu'à la fin de ces 80 premières années. Donc c'est quand même une longue histoire, l'histoire de ma jeunesse, l'histoire de la guerre. Et il faut toujours parler de la guerre quand on l'a faite. Il faut essayer d'en parler, non pas comme un ancien combattant qui veut attirer sur lui la miséricorde, mais comme quelqu'un qui a eu la chance, et pour moi chance exceptionnelle, de passer à travers ces 5 années de guerre, entre l'âge de 23 ans et l'âge de 27 ans, et de n'avoir été ni tué, ni pendu, ni battu, ni beaucoup torturé, et d'avoir survécu à tout ça, prêt à affronter la nouvelle moitié du XXe siècle avec beaucoup de confiance en moi. Vous avez presque un siècle. Maintenant, oui. Presque un siècle de vie. Et que pourriez-vous dire à cette génération où mes parents n'ont pas connu la guerre? Oui. Je n'ai pas connu la guerre. Que pourriez-vous nous dire pour que ça avance mieux, qu'il y ait moins de bêtises, qu'on se réunisse plus? Quel serait en fait votre conseil? Je vais revenir au mot conseil. D'accord. Écoutez, j'aime beaucoup cette question. Donc, si vous voulez, ma réponse à votre question est celle-là. Mon conseil, c'est repérer ce qui, dans le siècle actuel, vous paraît scandaleux. Peut-être que vous aurez la même réaction que moi, le scandale de l'injustice et le scandale de la terre qui se détériore, ou peut-être vous aurez d'autres scandales, c'est à vous de les choisir, mais indignez-vous et engagez-vous. Donc, à quoi sert la vie? La vie sert à s'engager, la vie sert à faire progresser la vie. Oui. Ça serait ça l'engagement. Ce serait ça l'engagement. Et pour aimer la vie, ce qui est essentiel, pour vivre heureux, il faut aimer la vie. Pour aimer la vie, il faut que cette vie vous paraisse servir à quelque chose, aller quelque part. Non pas réussir, non pas devenir richissime ou devenir connu et respecté et admiré, ça ne sert pas à grand-chose. Mais pour être quelqu'un qui a apporté sa pierre à quelque chose qui progresse. Et le maçon qui met sa brique, qui n'a pas un engagement politique, amène aussi quelque chose à la vie. Et s'il met sa brique au bon endroit, c'est merveilleux. Le maçon, parlons de l'agriculteur qui fait véritablement pousser un légume biologique qui va être bon à manger. Merveilleux ce qu'il fait. Il n'a pas besoin pour ça d'être ultra instruit ou cultivé, mais il s'est engagé derrière quelque chose. Alors que celui
qui se fie à l'assistance des autres, et qui se plaint parce qu'il ne reçoit pas ce qui lui est dû, qui râle, qui bougonne, celui-là il perd sa vie. D'accord. Bah écoutez, on va rester sur ces belles paroles. Très bien. Moi en tout cas, j'ai gagné un petit bout de vie aujourd'hui grâce à vous. Je suis enchanté de vous avoir rencontré. Je vous remercie. Je vous serre la main. Merci et j'espère vous revoir l'année prochaine. Absolument. Merci. Au revoir. Au revoir. Monsieur Bernard Maris, alors vous venez à Trouville. C'est la première fois que je viens au Salon du Livre. Et quel est votre ressenti après cet après-midi? D'abord être dans une compagnie assez extraordinaire. J'étais René de Obalia à côté de moi, Jérôme Garcin, François Botte en France, et Seul, des gens comme ça. Donc vraiment. Bernard Maris. Oui, merci. Bernard Maris. Un bel aréopage. Bon, donc une ambiance très très sympa, des gens cultivés qui viennent, des lecteurs convaincus ou des auditeurs, puisque je travaille à Inter, beaucoup viennent me voir, me disent ah c'est vous qui travaillez sur Inter, on reconnaît votre voix, on ne connaissait pas votre tête, donc on vient voir comment vous êtes. Non, vraiment un public très très intéressant. Un salon, j'ai envie de dire, à taille humaine et très vivant. Vous êtes un homme de radio, donc un homme de la voix, et un homme de l'écriture. Donc la forme narrative n'est pas la même. Comment faites-vous la différence entre je vous rappelle, une chronique écrite pour la radio et l'écriture pour le livre? Vous vous mettez dans une certaine condition ou ça vient directement dans un rythme différent? On va dire que le fond, la base, on va dire, c'est le bouquin. Ça existe de la recherche, du travail, c'est long, c'est de la réflexion. La chronique, c'est un petit aiguillon, un petit fait journalier ou un petit événement qui stimule quelque chose qui est pris dans la base, quoi. Un petit peu comme si on faisait sortir une fleur de la terre à un moment donné. Je pense que si j'avais pu être un homme de radio plus tôt, je l'aurais été, parce que j'adore la radio, et ce que j'aime bien dans la radio, c'est le mystère de la radio, c'est-à-dire le fait qu'on ne vous voit pas et qu'on vous entend. Et puis l'écriture, c'est, je crois que tout homme est en contact avec les grands problèmes, l'amour, la mort, etc. Et donc à un moment donné, il a envie d'aller vers ça, par le roman ou par l'économie d'ailleurs. Alors quel est le rapport entre l'amour, la mort et l'économie Bien, par exemple, dans le dernier bouquin, dans l'anti-manuel sur les cigales, c'est essayer d'expliquer pourquoi notre société hyper développée, hyper consommatrice, gavée en quelque sorte, surconsommatrice, fuit la mort, ne veut plus voir la mort. C'est cet oubli de la mort qui fait que nous sommes devenus des gens qui sommes obsédés par le temps, par le gain de temps, par la productivité et par l'accumulation. Je pense que c'est ça le thème de ce livre. C'est-à-dire que nous avons oublié d'être des poètes parce que nous menons une lutte impossible contre la mort. Alors ça, c'est les fourmis, plutôt. Ouais. Là, vous parlez des fourmis. Donc, Anti-manuel d'économie, les fourmis, aux éditions Bréal de Bernard Maris. Voilà. Mais alors, vous parlez aussi des cigales. Les cigales. Alors, les cigales, ça serait qui? Les cigales, c'est tout ce qui relève de la gratuité et de l'inutile. C'est-à-dire que je parle avec un ami et je lui dis, tu sais, tu devrais lire ce livre. Et ça, c'est un événement qui est totalement inutile, poétique et qui a une valeur extraordinaire. Donc les cigales, ce sont les gens qui créent de la valeur tout en étant dans la beauté et l'inutilité. À l'origine, il y a les inventeurs qui sont désintéressés, les artistes, les poètes. S'il n'y avait pas de poètes, c'est comme s'il n'y avait pas d'abeilles sur la terre ou s'il n'y avait pas de fleurs. Nous mourrions, certainement. Donc on ne se rend pas compte à quel point notre société marchande, intéressée, mercantile et tournée vers l'utilité et en général la laideur, doit à tous ces gens qui, eux, sont plutôt dans l'inutilité. Le type qui se met le soir à sa table de travail pour écrire son bouquin, bon, il espère faire un best-seller, et peut-être qu'il n'arrivera jamais à publier son bouquin. Il est dans la création, ou le poète, c'est quelque chose qui est très bizarre, c'est un poète. Ou le chercheur. Oui, bon, tout à fait. C'est des gens... Donc vous dites en fait, notre société occidentale, oui, bien puisque sûr. ça concerne, les autres sociétés sont... Ça ne concerne pas encore... tout le monde n'est pas contaminé, je dirais. Nous courons derrière... un leurre, qui est le leurre de l'argent, parce que nous voulons oublier quelque chose.
c'est que nous sommes très éphémères au fond. Ça nous fait oublier, nous sommes fatigués, nous sommes pris dans un tourbillon qui nous... Donc l'argent est une drogue? Je dirais un leurre, plus que ça. Oui, c'est à la fois un drôle... C'est une force de drogue qui nous fait oublier de vivre. C'est un peu comme le leurre devant le museau du taureau qui fait qu'il est en train de courir après quelque chose où il n'y a rien derrière. Et ça, c'est très moderne, ça c'est nouveau. Donc très moderne, vous l'estimez à combien de temps à peu près? Ouais, c'est la révolution industrielle qui a fait ça, un petit peu avant. Mais enfin, centaine d'années alors. La grande... D'après vous, la société, parce qu'on a quand même l'impression que la société évolue un petit peu vers la culture, une sorte de sensation. Oui. Est-ce que c'est votre analyse ou est-ce qu'on tend de plus en plus vers la consommation? Non, il y a deux choses. C'est vrai qu'on commence à se rendre compte que la consommation va nous tuer. La surconsommation va nous amener dans le gouffre, donc on commence à s'en rendre compte. Même General Motors est en train de se dire qu'elle fait trop de 4x4. Bon, d'accord. Il y a un phénomène comme Internet qui est un phénomène au départ de gratuité, c'est-à-dire d'échange. Tiens, j'ai lu, tu peux copier ce que j'ai copié, tu peux lire ceci, etc. Donc il est un phénomène à la fois anarchique, très intéressant, et un phénomène libertaire, et un phénomène d'échange gratuit Internet. Bon, c'est comme ça que des chercheurs peuvent faire passer des articles, des choses comme ça. Donc il y a vraiment fondamentalement dans l'humanité, il y a un fond de gratuité, je dirais, qui fait agir les hommes. Quand vous voyez quelqu'un qui tombe à l'eau, vous allez le secourir, vous n'êtes pas obligé. Il ne vous donne pas de l'argent pour aller le secourir. Donc, on a quand même une main qui prend, c'est la main du marchand, du commerçant, mais moi je l'ai, je ne suis pas en train de donner les leçons là. Oui, bien sûr. Et puis on a une main qui donne. Les cigales, les fourmis, d'après vous, qui va gagner? Ça, c'est une très vieille question que s'est posée Freud dans un très beau livre qui s'appelle Malaise dans la civilisation, où il prévoit la victoire des fourmis. C'est-à-dire qu'il pense que petit à petit, l'humanité se transformera en fourmilière, c'est-à-dire que nous n'aurons plus aucune liberté, nous serons totalement guidés par un système technique extrêmement évolué qui fera que nos sentiments, nos passions, nos pulsions, tout ça sera analysé, canalisé, et nous serons finalement organisés dans une espèce de super pouvoir tragique, une espèce d'utopie morbide et délétère qui fait que nous perdrons la liberté. Moi, je suis plus optimiste. J'allais vous poser la question. Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui s'appelle la pédagogie de la catastrophe. C'est-à-dire que l'humanité a toujours bien réagi aux catastrophes. Elle a su éradiquer la peste, et là, parce qu'à force d'être décimée, elle a compris comment il fallait faire. Et là, c'est vrai que ce qui se passe en ce moment, le réchauffement climatique, les crises financières, la surconsommation, le problème du prix de l'alimentation qui va dégénérer en crise alimentaire extraordinaire. Quand vous voyez que tout ça, moyen terme, court terme, assez vite, oui. Ça devrait déboucher sur quelque chose de plus raisonnable, à mon avis, de plus raisonnable. Donc en fait, il faut toucher le fond de la piscine pour pouvoir remonter. Pour remonter, je crois que c'est ça. Et on est presque au fond de la piscine. Là, on va au fond de la piscine, on y va. Mais écoutez, sur ces paroles très optimistes. Oui, c'est pour ça qu'il faut être gai et joyeux. Il faut être gai et joyeux. De toute façon, les gens qui écrivent et qui créent font partie des gens joyeux. Je pense que Monsieur Bernard Marie, je vous remercie. Merci à vous. Bienvenue à Trouville. En espérant vous revoir, vous croiser sur les planches avec une gaufre. Alors voilà, le bonheur il est simple, c'est les planches, une gaufre au sucre ou au caramel salé. Voilà. Donc merci beaucoup. À vous, merci infiniment. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Monsieur Cardon, bonjour. Donc le maire de Trouville-sur-Mer. Donc on est aujourd'hui au Salon du Livre. Êtes-vous un passionné de littérature? Oui, tout à fait, je lis beaucoup et j'ai beaucoup acheté de livres, aussi bien hier qu'aujourd'hui pour mes enfants ou petits-enfants. Il y avait des auteurs très, très variés, dont certains d'ailleurs sont très connus à Trouville ou viennent régulièrement au salon. Je pense au Baldia, Jérôme Garcin ou Patrick Ambeau. Enfin, Patrick Ambeau n'était pas là personnellement aujourd'hui, mais ses livres y étaient, ce sont des trouvelets. Oui, on a eu les dernières, tout à fait. Tout à fait, oui. Et j'étais d'ailleurs ravi. Stéphane Hessel, par exemple, a vendu tous ses livres, était extrêmement content d'avoir discuté avec des Trouvillais, ses lecteurs. Donc ils y trouvent un très grand plaisir, d'autant plus que la salle est agréable, qu'ils peuvent s'échapper sur la plage pendant quelques
quelques minutes et que l'ensemble de la manifestation est assez convivial. Enfin, on tient à maintenir la qualité d'accueil qui est une des marques de la ville pour que les écrivains aient envie de revenir. Et d'ailleurs, beaucoup nous ont dit que la réputation qu'on avait parmi les auteurs qui fréquentaient les salons du livre était très bonne, alors qu'il y a des endroits où ça se passe plus ou moins bien. Et là, ils savent que même si par extraordinaire, il y avait peu d'acheteurs et de lecteurs, et ça serait un moment agréable. Et puis en fait, comme on en est à la 7e manifestation pour le Salon du Livre adulte et à la 5e pour le Salon du Livre jeunesse, c'est maintenant devenu une des classiques de la ville et le public est au rendez-vous. Voilà, la presse rend service en plus en annonçant bien la manifestation. Donc on a eu une très bonne fréquentation aussi bien hier qu'aujourd'hui, alors que ce n'était pas un très gros week-end. Votre premier souvenir de littérature, vos premiers rapports avec l'écriture ou avec le dessin ou avec la bande dessinée ou avec l'art narratif, qu'est-ce qui vous reviendrait? Je me suis mis à lire en classe de 9e et j'ai dévoré énormément, absolument de tout d'ailleurs, tout ce qui me tombait sous la main, et notamment des romans d'aviation. Ce qui fait que j'ai fait l'avion plus tard, enfin ça m'a passionné. J'ai lu beaucoup de Jules Verne parce que c'était dans les œuvres que m'avait passé mon père qui étaient dans la famille, mais j'ai été un enfant passant son temps à lire. Et aujourd'hui, alors vos types de... Je lis un peu de tout, surtout des livres historiques, mais je lis des romans, enfin, je lis beaucoup les chroniques littéraires des journaux et j'achète ce qui me paraît intéressant. J'achète toujours beaucoup de livres au Salon du Livre de Trouville. Je les lis parfois assez longtemps après. Vous faites le plein en fait? Et puis je les lis au fur et à mesure du temps et de mes désirs particuliers. Et je suis parfois ravi de retrouver un livre que j'avais oublié et qui m'intéresse particulièrement à un moment donné. D'accord. Donc, Trouville a une vocation de plus en plus culturelle. On a l'impression que on a écran sur votre environnement, on a le salon du livre. Chaque année, c'est un désir commun de la mairie d'aller de plus en plus vers la culture comme ça. Oui, une culture, je dirais une culture autre, une culture pas purement commerciale. Oui, ça correspond d'abord à un souhait profond des Trouvillais. Trouville a toujours été une ville cultivée. Il y a aussi bien dans la population permanente que dans les résidences secondaires, il y a des gens qui aiment les manifestations culturelles de la ville et qui les recherchent, qui veulent des choses qui ne soient pas artificielles et de qualité. Donc on a toujours voulu aller à la rencontre de ce souhait. Et il y a dans la ville des personnes capables d'y participer. Enfin, les nombreux écrivains trouvillais dont on parlait tout à l'heure en sont un signe. Il y a des peintres qui exposent. Hier, j'ai discuté au Salon du Livre avec Aster, qui va bientôt exposer à Trouville, qui est un grand peintre qui était venu, oui, tout à fait. Et qui était venu en voisin. Donc il y a non seulement des amateurs, mais il y a des professionnels qui sont capables de participer aux différentes actions culturelles et qui souvent en proposent. Et qui peuvent même servir à faire rencontrer d'autres personnes qui... Tout à fait. À l'occasion du Salon du Livre, par exemple, la libraire de la rue des Bains, Brigitte Namour, avait organisé un mini-salon du premier roman. Elle a donné un prix Caramel et ces 4 auteurs de premier roman étaient des gens sympathiques et passionnants. Donc là, elle avait monté cette manifestation tout à fait à part de la mairie. On va essayer de l'intégrer plus l'an prochain ou même de faire développer un salon off à la limite. Pourquoi pas, et d'associer les autres libraires de Trouville. J'ai appris tout à l'heure que la Maison de la Presse avait eu une séance de signature. Ils n'ont pas dit du tout, donc ça n'a pas été médiatisé ni connu, mais c'est intéressant qu'à l'occasion d'un événement de la ville, il y ait d'autres événements privés coordonnés, intéressant le même type de public qui se monte. Et ça, c'est une vocation de Trouville, où il y a à la fois des amateurs de manifestations culturelles et des gens capables d'y participer en tant qu'écrivains, peintres, musiciens, etc. Donc en fait on perpétue la vocation des grands peintres qui sont venus chez nous et qui continuent. Et donc la charge de maire est une charge importante
en plus d'organiser toute... c'est une grosse partie de votre travail, c'est l'organisation du développement culturel de Trouville. Oui, parce que ça m'intéresse personnellement, donc je m'en occupe. Il y a toutes les semaines une réunion culturelle où on réunit tous les gens, conservateurs du musée, responsables de l'école de musique, bibliothécaires, responsables des expositions, pour faire le point, de façon à éviter qu'il y ait trop de manifestations le même jour, à voir si on n'a rien oublié, parce qu'il y a énormément de détails pratiques dans les manifestations culturelles, et quand c'était mal coordonné, on avait parfois eu des petits loupés. Donc c'est une affaire que je suis de très près, parce qu'elle m'intéresse beaucoup. Alors on sait aussi que Trouville est une petite ville par son nombre d'habitants, mais une grande ville par une ville célèbre, connue. Et donc on doit être digne de cette célébrité et de tous les gens qui viennent nous voir. Et on coupe parce que je suis en train de faire n'importe quoi. Tu me le coupes, s'il te plaît. Je vais pas. Donc, et pour l'avenir, on a d'autres petites choses qui se préparent culturellement à Trouville, des petits... On parlait tout à l'heure de l'organisation de l'exposition Aster qui va avoir lieu à l'hôtel de ville pendant l'été. On commence à préparer sérieusement la prochaine manifestation d'Offcourt. On fera un débriefing des 2 salons du livre pour voir comment les perfectionner l'an prochain. Notamment, comme je vous l'indiquais, on souhaite associer plus les libraires de la ville, avoir des mini-événements greffés autour du salon pour lui donner plus d'animation, pour renforcer l'intérêt des gens. Puisqu'on est sûr d'avoir le public et les auteurs, autant rendre la manifestation la plus intéressante possible pour tout le monde. Donc on essaie d'enrichir et de diversifier un peu les manifestations les plus classiques de la ville. D'accord. Monsieur Cardon, merci beaucoup pour Trouville. Et puis, je pense qu'on va se croiser le long du salon. Et votre emploi du temps, c'est vous mangez avec les écrivains? Oui, tout à fait. Donc, on a eu 2 déjeuners avec eux. Alors, de quoi parlent les écrivains entre eux? Avec un homme politique. Alors, est-ce que vous êtes un homme politique? Vous êtes un écrivain? Vous êtes... Il parle à la fois des problèmes de la ville, de la pluie et du beau temps, de l'actualité littéraire, de l'actualité politique. Enfin, leurs conversations sont des conversations intéressantes parce que ce sont des gens qui savent à la fois écrire et parler, mais elles ne sont pas uniquement tournées vers les livres. Alors, l'homme politique que vous êtes, vous avez certainement envie de poser des questions par rapport à des sujets, par rapport à l'actualité ou par rapport à des sujets de fond, d'avoir l'avis de créatifs comme ça. Vous utilisez je dirais les créatifs, les littéraires, pour des réflexions sur certains sujets? Pas sur les sujets communaux quand on parle de problèmes de voirie, de stationnement, etc. Non, je parle de niveau politique global, politique au sens large. Non, d'abord je ne fais pas beaucoup de politique au sens large parce que la responsabilité d'un maire, c'est la gestion d'une ville, c'est pas la gestion de la nation, donc on n'a pas de programmes politiques nationaux à faire. On s'occupe d'objectifs beaucoup plus concrets et il faut être à l'écoute des habitants de tout métier, quel qu'il soit. Il n'y a pas de raison de privilégier tel ou tel métier particulier. La spécificité des écrivains, c'est qu'ils savent écrire et donc s'ils ont une suggestion à faire, ils la font clairement. Ce qui est une grande qualité pour un citoyen de base lorsqu'il veut se faire entendre. Il y a des gens qui parfois ont d'excellentes idées, mais qui ne savent pas bien à qui s'adresser, comment s'adresser, etc. Les écrivains, les journalistes savent parler et c'est un atout. D'accord. Et les journalistes qui sont aussi souvent écrivains? Tout à fait, il y en a beaucoup, effectivement. Il y a Madame Chemla, hier, qui est journaliste au Nouvel Observateur et écrivain, dont la mère vient de décéder l'an dernier. On avait fêté son centenaire il y a quelques mois. Elle avait la particularité de vivre en permanence au Central, ce qui ne devait pas être désagréable. Et donc j'ai discuté avec Madame Chemla, qui est à la fois journaliste et écrivain, et qui est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la ville et qui a des points
de vue très intéressant sur la vie de la station. Je disais, je parlais avec Monsieur Garcin hier aussi qui se sent... Il habite près de Deauville, je crois, mais il est très souvent présent, il vient à tous les salons du livre, il connaît parfaitement. Il me disait hier, je me sens avant tout bas normand et augeron. Ouais, c'est un homme de cheval en plus, et donc en Normandie il n'est pas dépaysé, c'est moins compliqué. D'accord. Bah écoutez, merci beaucoup, je ne vais pas vous embêter plus longtemps, je vais vous laisser travailler. Pas du tout. On va d'ailleurs avoir le pot de fin de salon dans quelques minutes. Voilà, donc si on fait un bilan de ce salon, encore une réussite. Ah, on est tout à fait content. Il y a toujours des points à perfectionner, mais ça s'est très bien passé. Monsieur le maire, merci. Beaucoup.